Merci. Donc on va discuter ensemble des risques d'incompétence vélo-pharyngée dans le cadre des séquelles de fente palatine en cas d'avancée maxillaire et voir s'il y a un intérêt de la distraction par rapport à la chirurgie orthognathique. Alors je me suis permis de faire quelques rappels pour les gens qui comme moi sont chirurgiens et quand ils voient arriver la lettre du phoniatre commencent à transpirer un petit peu en termes de compréhension. Je vous avoue que j'ai des fois du mal, donc j'ai essayé de faire des rappels un peu bref. Donc la parole produite par l'expiration de l'air, des poumons qui passent par les cordes vocales. On a les lèvres, la langue, les maxillaires, le voile qui vont transformer les sons en phonèmes. On va donc dire que ce sont des articulateurs. Et lorsque donc une de ces structures opharyngées est le siège d'une pathologie, on va avoir certains sons qui vont être plus susceptibles d'être modifiés que d'autres. Ainsi, les consonnes ont des caractéristiques propres. C'est d'une part l'endroit anatomique de leur production, le degré de la constriction des articulateurs pour permettre leur émission, le lieu d'augmentation de la puissance donc, de ce phonème, est-ce que ça va être au niveau de la bouche ou au niveau du nez, et savoir si les cordes vocales sont ou non en vibration. Et en fait, on s'aperçoit finalement qu'il n'y a que quelques consonnes qui sont produites avec une augmentation de l'énergie nasale et que la majorité sont produites avec une pression orale élevée et donc nécessitent une compétence vélaire maximale. Donc, je ne reviens pas non plus là-dessus. Il y a différentes façons d'analyser la voix et rechercher une hypo ou une hypernasalité, la naso-endoscopie, l'aérophono, la nasométrie, et puis bien sûr, pour rechercher la cause, l'analyse céphalométrique. Alors, les séquelles des fentes palatines, vous le savez tous, le voile est court, il est fibreux, il y a une réduction de sa mobilité. On peut également en plus avoir des contractions inefficaces des parois pharyngées latérales ou postérieures, d'où l'intérêt de ne pas laisser des zones palatines en cicatrisation dirigée lors du traitement primaire et éviter au maximum les fistules pour éviter la fibrose. Voilà quelques cas de reprise pour fistules, des lambeaux de langue qu'on ne fait quasiment plus, mais qui sont, je dirais, des lambeaux de troisième intention, de dernier recours. Et toutes les plastides qui visent à allonger le voile, notamment les plastides Furlow, les plastides en Z, qui certes allongent le voile, mais vont entraîner et créer une fibrose locale qui peut parfois être préjudiciable. Les conséquences sur la croissance des maxillaires, eh bien, dès l'âge de 5 ans, simplement en mesurant l'angle SNA, on va pouvoir suspecter une croissance faciale défavorable. Et puis lors du premier pic de croissance, l'analyse de Doller va pouvoir indiquer une évolution probable vers une indication chirurgicale. Ces troubles de croissance, alors on en connaît les causes, c'est essentiellement, essentiellement lié au geste primaire avec, comme vous le savez, une fermeture palatine précoce qui peut favoriser ces troubles de croissance du maxillaire, la fermeture palatine avec des zones laissées en cicatrisation dirigée, mais également ce que l'on sait moins c'est durant la croissance, la persistance d'une endognathie maxillaire non traitée qui va aggraver la dysmorphose et donc va aggraver tout ce qui va avec, et également la mastication en denture de lait avec une canine qui est en palatoposition, qui est donc sur le palais, qui va augmenter l'endognathie et la symétrie mandibulaire. De cela, il ressort qu'en fait, la croissance mandibulaire est souvent perturbée chez les patients qui ont une fente palatine, avec souvent une brachyramie et une brachycorpie. Donc la dysmorphose classique des fentes palato-vélaires, eh bien, c'est une rétromaxillie avec une inframaxillie, une endomaxillie, une obliquité du plan occlusal, avec une latérodéviation du point interincisif grand I maxillaire du côté de la fente, et par contre une atteinte mandibulaire qui va être variable. C'est ainsi qu'on va donc le plus souvent se retrouver en classe 3 par rétromaxillie avec obliquité occlusale et endomaxillie, mais on peut parfois, même souvent, avoir des classes 1 avec une endomaxillie, parfois, et même parfois des classes 2 par rétromaxillo-mandibulie. Voilà des cas de forme, je dirais, avec des séquelles majeures. Et vous voyez donc que le profil, on a chez ces deux patientes une rétromaxillie, mais d'un côté, une patiente qui a évolué vers l'hyperdivergence avec un angle cervical qui est très peu marqué et donc un retentissement esthétique qui est beaucoup plus important, qui est beaucoup plus défavorable qu'une patiente qui va évoluer en normodivergence avec un angle cervical qui va être mieux marqué.
Ici, un exemple de patient traité par une avancée de l'EFOR 1 isolée. Et on voit bien sûr la simple avancée maxillaire et l'amélioration immédiate de la pointe du nez. Un exemple ici de patiente qui a une rétromaxillomandibulie et chez qui donc il va falloir envisager une osteotomie bimaxillaire. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les hauts problèmes d'insuffisance vélo-pharyngée, chez les patients qui ont des fentes palatines, vont s'associer des retentissements directement liés à la malocclusion. Ainsi, donc, dans les classes 2, on va avoir une distorsion des sifflantes à haute pression, le SE, le ZE, et de plus, les patients qui ont une classe 2 ont donc une diminution de la longueur du corpus mandibulaire et donc une ouverture buccale qui est limitée, et on va avoir l'impression qu'ils vont avoir une voix marmonnée. Inversement, pour les classes 3, ce sont des gens qui vont avoir tendance à avoir des difficultés avec les consonnes lingo-alvéolaires. En effet, donc, normalement, ces sons sont produits avec une pointe de langue qui va se rapprocher de la crête alvéolaire. Et donc, en cas de classe 3, cette pointe de langue va aller plutôt vers les incisives maxillaires. C'est ce qu'on appelle la dentalisation. Et cette dentalisation pour les S et les E, ça va être décrit par les gens qui l'entendent comme un zozotement, un zézément. Les conséquences sur la fonction vélo-pharyngée. Donc, ça, je vais le rappeler, enfin, ça a été décrit très bien, je pense, ce matin. Donc, deux types de muscles, les élévateurs, les antagonistes, qui vont avoir des anomalies structurelles et de positionnement, qui vont être responsables de troubles anatomiques de trois types. L'insuffisance vélo-pharyngée, que l'on va voir, qui est responsable de troubles de la résonance, et également des défauts d'articulation que l'on vient de voir, qui sont liés, eux, plus à la malformation osseuse. Donc, l'insuffisance vélo-pharyngée liée à la fermeture insuffisante du voile en parlant, et on va retrouver donc un trouble de la résonance, soit une hypernasalité, c'est-à-dire une résonance nasale accrue lors de la production des sons, soit une hyponasalité que l'on retrouve dans les grandes rétromaxillies, d'accord ? Donc, il va y avoir une obstruction nasale, ce qui fait que même s'il y a une incompétence vélaire, finalement, il va y avoir une réduction de la résonance nasale. Ça va permettre de réaliser un bilan fonctionnel, de définir le type d'insuffisance vélo-pharyngée et d'en définir la forme anatomique, neurologique ou mixte. On définira à la phonation également le type de phonation en fonction de la déperdition nasale et de l'intelligibilité. Donc, quelles sont les particularités de la chirurgie orthognatique dans le cadre de fentes palatines? Alors, les objectifs, c'est bien sûr normaliser l'occlusion, mais c'est aussi stabiliser l'arcade, donner du volume à la lèvre supérieure et projeter la pointe du nez. Contrairement à ce qu'on pense, elle est souvent bimaxillaire, donc avec un temps d'avancée maxillaire, mais également un temps mandibulaire d'avancée ou de génioplastie. Ces particularités seront d'une part donc une dissection des planchers et des fosses nasales qui vont être difficiles du fait de l'absence de plan à proprement parler entre la fosse nasale et le plan osseux, que l'absence d'incisive latérale fréquente va diminuer le recouvrement incisif antérieur et donc va diminuer la stabilité du montage final. Et puis, il va y avoir également toute la gestion des parties molles avec un vestibule qui va être peu profond et qui va nécessiter la plupart du temps des plasties en VY pour l'approfondir. Il faut sectionner souvent pour mobiliser le maxillaire toutes les brides cicatricielles et on peut malheureusement des fois voir apparaître des fistules et des communications bucco-nasales secondaires. L'ostéosynthèse, elle doit être rigide et tous les interstices doivent être greffés pour éviter les relapses, éviter les récidives. Et puis, si on a un mouvement transversal qui est réalisé, il faudra mettre en place une contention transversale pendant plusieurs mois. Voilà des exemples avec des greffes osseuses associées dans tous les interstices qui sont prélevés en général en région génienne pour stabiliser le montage. Toutes les pharyngoplasties dynamiques ou à pédicule supérieure vont gêner la mobilisation du maxillaire et vont nécessiter un affaiblissement progressif en tirant sur le maxillaire. La disjonction ptérygo-tubérositaire est souvent plus difficile du fait d'une richesse vasculaire et d'une hyperdensité osseuse.
Et la disjonction intermaxillaire, si elle est nécessaire, passe en général par, non pas en médian en interincisif central, mais en lieu et place de l'incisive latérale. Donc le déplacement du maxillaire va se faire généralement vers l'avant, vers le bas, avec un mouvement de dérotation et d'horizontalisation s'il y a une fente unilatérale. Voilà le résultat. En cas d'hypotrophie majeure de l'étage intermédiaire de la face, on peut associer des traits d'ostéotomie qui sont situés plus haut afin de projeter un petit peu plus les parties molles et ne pas hésiter à envisager une greffe adipocytaire péropératoire pour gonfler un petit peu les pommettes. Je vous le disais tout à l'heure, greffer systématiquement tous les interstices avec de l'os, qui peut être éventuellement une allogreffe si vous en avez l'habitude. Et on sait par contre que du fait de ces rétractions cicatricielles, l'avancée maxillaire est limitée, elle ne sera pas d'amplitude aussi importante que dans des cas non fendus, et qu'en général, on a des avancées satisfaisantes entre 5 et 7 mm. Ce profil pour vous montrer l'amélioration simplement avec une avancée maxillaire de la forme du nez et de la pointe du nez. On a des complications qui sont propres à la chirurgie orthognatique en cas de fente palatine, les nécroses et les pertes de dents liées à la dévascularisation et les pseudarthroses qui sont bien sûr rares mais qui sont, je dirais, assez propres à ces pathologies, et puis l'insuffisance vélopharyngée. La distraction osseuse, donc c'est une alternative à la chirurgie orthognatique. On va donc réaliser un trait d'ostéotomie de l'EVOR 1, mettre en place en général 2 distracteurs qui peuvent avoir 1, 2 ou 3 vecteurs de distraction, avec ensuite une traction quotidienne, donc une mobilisation quotidienne en fonction des équipes, mais qui varie entre 0,5 et 1 mm. C'est une technique simple, mais avec un vécu qui reste parfois difficile pour les patients et des résultats qui globalement quand même reste aléatoire. Certains auteurs ont proposé la réalisation d'ostéotomies d'avancée maxillaire itérative pour trouver une solution intermédiaire. Voilà des exemples de pose de distracteurs, donc endobuccaux, avec soit un axe de distraction sagittal, soit vertical. D'autres exemples, ici voilà, on voit un cas avec au départ un delta négatif d'une dizaine de millimètres et en fin de distraction un overjet positif de 2 à 3 mm. Et puis pareil, sur les radios, on voit la modification progressive des parties molles avec l'amélioration nette de la forme du nez. Les complications liées à la distraction de l'EFOR 1, l'infection, le débricolage. Donc on est fixé souvent, parfois en partie, sur la paroi antérieure du sinus maxillaire, donc un os qui a un appui qui n'est pas forcément de grande qualité. Et puis on peut avoir tous les problèmes lors de la distraction, c'est-à-dire une distraction qui va être asymétrique ou qui ne va pas être forcément celle que l'on a planifiée ou dans l'axe dans lequel on n'a pas planifié, et puis éventuellement des douleurs lors de la distraction. Alors, que dit la littérature concernant le retentissement de la chirurgie orthognatique sur l'insuffisance vélopharyngée chez les patients porteurs de fente palatine? On a des résultats qui sont très, très, très variables. Schwartz rapporte 84% de détérioration des fonctions vélopharyngées 4 mois après la chirurgie sur sa série. En contrebalançant, McCarthy n'en retrouve aucune. D'autres auteurs vont retrouver 25% de détérioration et vont suggérer la réalisation systématique d'une pharyngoplastie dynamique dans le même temps. Il y a des études qui ont suggéré éventuellement une association entre la quantité d'avancée et l'importance de l'insuffisance vélopharyngée. Schwartz, toujours, avait trouvé une corrélation positive entre des grandes avancées, entre l'apparition de signes d'insuffisance vélopharyngée ou la dégradation de la fonction vélopharyngée et des grandes avancées maxillaires de 15 à 20 mm. Okazaki a retrouvé les mêmes corrélations, mais cette fois-ci pour des mouvements qui sont plus faibles, inférieurs à 10 mm. Et McCarthy, lui, a trouvé une différence entre les patients qui avaient une avancée maxillaire inférieure à 10 mm et les patients qui avaient une avancée maxillaire supérieure à 10 mm, avec dans ce groupe plus d'hypernasalité et plus de développement, d'aggravation de la fonction vélopharyngée. Par ailleurs, on a d'autres études qui n'ont retrouvé
aucune différence significative, quel que soit. Il n'y a pas de corrélation entre la quantité d'avancée et l'apparition d'insuffisance vélo-pharyngée. Alors d'autres auteurs ont voulu prendre en compte la nasalité préchirurgicale et l'état vélo-pharyngé préopératoire. Et donc plusieurs auteurs dont ont retrouvé finalement, ont conclu que l'hypernasalité préopératoire et la fonction vélaire borderline, qui ne veut pas dire grand-chose, sont des facteurs de risque de détérioration de la fonction après la chirurgie. Quels sont les effets bénéfiques? Par contre, on retrouve dans la chirurgie des effets bénéfiques de la chirurgie orthognatique sur la phonation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pas sur la fonction vélo-pharyngée, mais plus sur l'amélioration de l'articulation, avec 88% d'amélioration après chirurgie orthognatique. Et donc, ils vont retrouver un effet bénéfique de l'avancée maxillaire sur les erreurs d'articulation. Concernant la réalisation ou non d'une pharyngoplastie dans le même temps que l'avancée maxillaire, certains auteurs l'ont proposé, mais la grande majorité continue à penser que cette pharyngoplastie doit être différée entre 6 et 12 mois après la chirurgie orthognatique. Maintenant, que dit la littérature sur le retentissement de la distraction osseuse sur l'insuffisance vélo-pharyngée chez les patients porteurs de fente palatine? Eh bien, on retrouve exactement la même chose. On a des résultats qui sont très hétéroclites. Alors, pour les patients qui n'ont pas d'antécédent de fente, on a également une amélioration systématique de l'articulation. Par contre, l'impact sur la fonction vélo-pharyngée est beaucoup plus variable. Donc, certains n'ont signalé aucun changement, alors que d'autres ont constaté des augmentations de la nasalité, avec une augmentation des aires pharyngées plus étendue, une hypernasalité plus étendue en fin de distraction. Que dit maintenant la littérature sur le bénéfice d'une distraction osseuse par rapport à la chirurgie orthognatique sur la fonction vélo-pharyngée? En effet, il est tentant de croire que l'avancée progressive liée à la distraction va permettre une adaptation au fil du temps musculaire et des parties molles qui devrait diminuer les problèmes d'incompétence vélo-pharyngée post-opératoire. Eh bien, la majorité des études sur le cas montrent qu'il n'y a aucune différence significative entre les patients avec avancée maxillaire par le fort 1 ou distraction osseuse, que ce soit chez les patients fendus ou non fendus. Donc avec des réponses, toujours pareilles, des réponses qui sont individuelles et qui sont très variables. Et donc les auteurs de ces différents articles ne concluent qu'il n'y a pas d'avantage à utiliser une distraction osseuse par rapport à une chirurgie orthognatique pour empêcher l'apparition d'une insuffisance vélo-pharyngée en post-opératoire. Pareil, d'autres études prospectives randomisées, cette fois-ci, qui ont trouvé à 3 mois comme à long terme une absence de différence significative entre un groupe traité par distraction et un groupe traité par chirurgie d'avancée maxillaire. Une méta-analyse cette fois-ci, qui va un peu plus loin, qui n'a trouvé aucune différence significative sur les récidives, sur la fonction vélo-pharyngée et sur le résultat esthétique entre un groupe traité par distraction et un groupe traité par chirurgie orthognatique classique. Alors après, on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'il existe des facteurs prédictifs? Est-ce qu'il y a des facteurs qui vont nous permettre de prévoir en préopératoire si on risque d'avoir une insuffisance vélo-pharyngée post-opératoire? Schendel avait défini ce qu'il appelait un need ratio, c'est-à-dire une division entre la largeur du pharynx et la longueur du voile. Et il affirmait que si ce ratio était supérieur à 1, c'était un facteur prédictif d'inadéquation vélo-pharyngée post-chirurgicale. Il y a plusieurs études qui n'ont pas validé ce ratio comme étant un facteur prédictif. Ingeborg et donc plusieurs autres auteurs n'ont pas trouvé de relation significative entre la quantité d'avancée maxillaire et la survenue d'insuffisance vélo-pharyngée. Mais malgré ça, on retrouve quand même fréquemment dans la littérature des auteurs qui continuent à penser qu'une phonation préopératoire un peu limite va être un facteur de risque et est à risque de décompensation post-opératoire.
On a fait une petite étude dans mes services sur 10 cas de distraction osseuse et 50 cas d'ostotomie d'avancée de l'EFOR 1 chez les patients porteurs de fente du palais secondaire ou du palais primaire plus du palais secondaire. Alors, je dirais qu'il y a un biais, mais comme il existe un biais dans toutes les études qui comparent la chirurgie orthognathique avec la distraction osseuse, c'est qu'on ne pose pas les mêmes indications de distraction osseuse et de chirurgie d'avancée maxillaire, et qu'en général, on réserve la distraction osseuse à des deltas qui sont plus importants. On le retrouve ici dans notre étude, c'est-à-dire qu'on avait une avancée moyenne en chirurgie orthognathique de 5 mm contre 9 mm pour les cas de distraction osseuse. Eh bien, pour le groupe orthognathique, donc là, c'est la phonation avant la chirurgie, là, après, on retrouve en fait une augmentation du nombre de cas de phonation en 2B. Et pour le groupe en distraction osseuse, eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas de différence significative. On a beau chercher des corrélations, on n'a pas trouvé de facteurs prédisposants qui pourraient nous interpeller quant à la réalisation d'une éventuelle, la réalisation ou non d'une éventuelle avancée maxillaire. Donc, pour finir rapidement, le pourcentage d'insuffisance vélo-pharyngée après chirurgie orthognathique ou distraction osseuse est très variable, et donc du coup ça pose un problème de comparaison des populations, puisque certaines études vont comparer leur groupe de distraction osseuse avec certains articles où on a 85% d'insuffisance vélo-pharyngée, et donc on peut faire finalement dire ce que l'on veut aux chiffres. Le seul facteur qui n'est pas encore vraiment prouvé, mais il semble y avoir une tendance, je vous dis, c'est la fonction vélo-pharyngée un peu limite ou insuffisante en préopératoire. Il faut savoir qu'il y a eu des chirurgiens qui se sont posé la question de savoir comment on pouvait régler ce problème, et notamment cette intervention décrite par Poole, qui va réaliser donc des incisions vestibulaires qui n'ont pas dans ce sens, mais verticales, qui vont réaliser donc leur ostotomie d'avancée maxillaire et qui vont couper la vascularisation avec une incision médio-palatine, qui vont désinsérer les muscles du voile et qui vont donc avancer l'arcade maxillaire en maintenant les muscles et la muqueuse vélaire en arrière, avec a priori des résultats probants. Moi, je l'ai essayé une fois, ça marchait plutôt bien, mais en même temps, on a rarement de problème par ailleurs. Je vous remercie.